Pendant une seconde, j'ai cherché le fil auquel était suspendue la Terre. On reste des terriens, on ne devient pas d'un coup des hommes de l'espace. C'est impossible. Des millions de personnes à travers le monde regardent la mission se dérouler. 11, vous avez un sacré public. C'est diffusé en direct aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Amérique du Sud. Au bout de 3 jours, les astronautes remarquent un objet clignotant. Armstrong contacte immédiatement le centre de contrôle. Connaissez-vous la position du S4B par rapport à nous? Ils ne passent un appel radio que s'ils ne peuvent vraiment pas expliquer ce qu'ils voient. Le S4B, dont parle Armstrong, est un morceau de la fusée Saturn V. D'après la NASA, le S4B se trouvait à près de 9600 km, soit trop loin pour qu'ils le voient. Les astronautes savent qu'ils ne peuvent pas annoncer ce qu'ils voient à des millions de personnes sur Terre. Les astronautes sont extrêmement entraînés et ce sont des héros de la nation. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils hésitent à parler d'OVNI. Ils sont conscients de cette pression. Durant la mission, l'équipage ne fera plus de rapport sur leurs observations. Aldrin a confié qu'il n'avait rien dit à Houston pour ne pas créer de panique à l'OVNI. L'observation de l'équipage reste inexpliquée. Dans les années 60, avec l'augmentation du nombre de missions spatiales, on a vu s'accroître le nombre d'observations d'objets non identifiés. Avec les premières observations d'OVNI aux États-Unis, l'armée de l'air s'est retrouvée face à un problème. Il s'agissait d'objets volants que l'armée de l'air ne contrôlait pas. En 1968, pour tenter de régler le problème, l'armée de l'air commande une enquête complète qui portera le nom de rapport Condon. En dépit de contradictions évidentes entre les témoignages des astronautes et les explications officielles, le rapport conclut qu'une étude plus poussée des phénomènes d'OVNI n'est pas justifiée. Le rapport Condon visait à décourager une discussion publique de ces phénomènes. C'était une couverture. Les gouvernements sont fondés sur le secret. Ajoutez à cela le tabou sur la question des ovnis, et cela explique pourquoi le public pense que les gouvernements cachent quelque chose. Contrairement aux États-Unis, le gouvernement britannique a créé un département d'enquête sur les phénomènes ovnis restés ouverts plus de 50 ans. Voici le rapport d'un officier de l'armée à propos d'un atterrissage d'ovnis. Nick Pope travaillait dans ce département jusqu'à sa fermeture soudaine en 2009. Avant d'occuper ce poste au ministère de la Défense, j'étais très sceptique sur les ovnis. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est possible que nous ayons reçu des visites. Dans les documents du ministère ou de la NASA, certaines choses sont inexplicables. Septembre 1973. Skylab, un engin spatial de 85 tonnes, s'apprête à terminer une mission de 59 jours. Owen Garriott, Jack Lousma et Alan Bean étudient les effets des longs séjours spatiaux sur le corps humain. Nous avons réalisé beaucoup d'examens physiques sur nous-mêmes pour observer ce qui se passait chaque jour dans notre corps. C'est la première sortie d'Alan Bean hors de son engin spatial depuis ses premiers pas sur la Lune, 4 ans plus tôt. Je savais que je flotterais là-haut, mais j'avais beaucoup plus peur que lorsque j'étais sorti pour marcher sur la Lune. Je pouvais regarder en bas. Je n'y croyais pas. Le delta du Nil, l'Afrique. Est-ce que tu as démêlé le câble? C'est une expérience incroyable. C'était magique de flotter dans les airs et de se déplacer aussi vite. Le 20 septembre, le pilote Jack Lousma remarque quelque chose. Une puissante lumière rouge qui clignote et traverse le ciel.
Alan Bean rapporte l'événement dans son journal de mission. C'est écrit là. Par le hublot, nous avons vu une puissante lumière rouge qui clignotait toutes les 10 secondes. La lumière s'est intensifiée et l'objet a fait route avec nous pendant 20 minutes. C'est l'objet le plus lumineux que nous ayons vu. Owen Garriott prend une série de photographies. Les 3 premières montrent la lumière, mais la 4e montre également la forme étrange de l'objet. Une des images est très célèbre car elle montre une sorte d'araignée écrasée, comme un gribouillis. La forme de l'objet pourrait-elle provenir d'une illusion d'optique? Il est probable que cette image soit le résultat d'une erreur de réglage de l'appareil photo. Mais Bruce McCabe, physicien optique, ne partage pas cet avis. Je suis certain que l'image n'est pas le résultat d'un problème dans l'objectif. La vitesse d'obturation était d'environ 1/250e de seconde. C'est assez rapide pour ne pas imprimer les mouvements de la main. Alan Bean pense qu'il a peut-être pu s'agir d'un satellite. C'était l'objet le plus brillant que nous ayons vu. Il tournait sur lui-même et clignotait. Jack pensait qu'il s'agissait d'un satellite, et c'est ce que j'ai écrit ici. Mais James Oberg n'en est pas convaincu. Les satellites ne sont pas rouges. Vous ne verrez jamais de satellite rouge passer dans le ciel. En observant le phénomène, l'astronaute Owen Garriott a chronométré le temps qu'a mis l'objet pour passer derrière la Terre par rapport à Skylab. Bruce McCabe a utilisé ces données pour évaluer la taille de l'objet. L'objet mesurerait plusieurs centaines de mètres, ce qui est plus grand que n'importe quel objet en orbite. Plus grand que Skylab lui-même, qui était alors le plus gros engin en orbite. La nature exacte de l'objet rouge vif aperçu par les astronautes de Skylab 3 reste un mystère. Ce ne sont pas des débris spatiaux ni des météores, car ceux-ci ne changent pas de direction. Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. « 15 septembre 1991. La mission spatiale STS-48 est en orbite au-dessus de l'Australie, quand un des appareils photo capture un événement impressionnant. Un objet se déplace dans l'espace. Un flash de lumière et l'objet change de direction. Puis, un trait de lumière non identifié traverse le cadre à grande vitesse. James Oberg travaillait au contrôle des missions au moment de l'incident. La vidéo de STS-48 est l'exemple type d'une rencontre entre une navette spatiale et un ovni. Des points lumineux qui passent à toute allure, changent de direction et dont les trajectoires se croisent, comme si c'était intentionnel. Le physicien Jack Kasher a analysé des heures d'images de la NASA. De temps en temps, on rencontre un phénomène difficile à expliquer. Après une analyse image par image des archives vidéo, il invalide les explications qui paraîtraient les plus évidentes. Il ne s'agit pas de débris spatiaux ni de météores, car ceux-ci ne changent pas de direction. Une comète ne pénètre pas dans l'atmosphère. James Oberg pense que l'objet serait un petit morceau de glace. Les objets qui se déplacent près de la navette n'ont pas un mouvement terrestre stable, car on est hors de la planète. Si un propulseur se met en marche, il peut dévier le fragment sur une autre trajectoire. Mais ce n'est pas l'avis du docteur Kasher. L'objet se déplace et s'arrête physiquement pendant une demi-seconde. S'il s'agit d'une particule de glace, elle ne peut pas s'arrêter. Je pense que les sceptiques qui pensent qu'il s'agit d'une particule de glace ont tort. Mais si l'objet n'est ni d'origine humaine ni une particule de glace, de quoi s'agit-il ? Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. Mais d'où vient le flash qui apparaît lorsque l'objet change de direction ?
un laboratoire d'Austin, au Texas, pourrait avoir une explication. Allez, on allume. Le scientifique Todd Dittmeyer est responsable du Texas Petawatt, le laser le plus puissant du monde. Ce laser produit une impulsion d'une puissance de 1000 milliards de watts. Pour vous donner une idée, c'est 200 000 fois la puissance produite par toutes les centrales électriques des États-Unis. Les impulsions d'énergie exceptionnellement puissantes des lasers auraient un potentiel militaire dévastateur. Les gens ont toujours été intéressés par l'utilisation militaire des lasers, et ce depuis leur création dans les années 60. En effet, si une balle se déplace à la vitesse de la lumière, elle est potentiellement très meurtrière.